Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous propose une chose, c'est que je vous présente, en quelques mots ce qu'est le CAFES, pour ensuite aborder le sujet même, des dérives sectaires, avec la particularité de l'évolution actuelle de la thématique. Alors le CAFES déjà, c'est le Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire. Et notre association existe depuis 75, sauf qu'à l'époque, elle s'appelait ADFI, Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et c'est en 2014 que nous avons décidé de faire évoluer les services de notre association pour être toujours au plus près des besoins des familles. Des besoins qui évoluaient avec l'évolution constante du phénomène sectaire. Et donc, nous avons soumis à nos adhérents cette possibilité de changement, mais ça supposait aussi un changement structurel. Donc, nous sommes devenus CAFES à cette époque-là, et le CAFES a donc repris l'entièreté des activités de l'association ADFI pour les prolonger et les diffuser, les démultiplier. Et donc, aujourd'hui, à l'époque déjà de ce changement, nous avions à peu près 20% des demandes qui venaient en dehors de la région des Hauts-de-France. Et nous avons donc attribué un caractère national à notre nouvelle structure, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à 66% de situations familiales qui viennent en dehors de la région des Hauts-de-France. Donc, il y a de plus en plus de demandes et cette évolution a permis de mettre en place un accompagnement un peu plus adapté aussi à ces demandes. Et donc, notre association elle a deux missions principales: l'accompagnement des familles et sortant d'emprise sectaire et la prévention. Alors la prévention, ça va être auprès des jeunes, auprès du tout public, mais aussi auprès des professionnels. Et dans le cadre de la prévention, on va aussi développer des outils de prévention, parce qu'il n'existe pas forcément sur le sujet de la dérive sectaire. Et donc, nous avons créé au fil des années des outils que vous pouvez parfois retrouver sur notre site internet, tels que notre bande dessinée, ici, Opération Thomas, que nous avons créé pour aborder le sujet de façon un peu plus ludique avec les jeunes, en fait. Et donc, vous retrouvez bien d'autres outils de prévention également. Et puisqu'aujourd'hui, beaucoup de mises sous emprise peuvent passer également via Internet et les réseaux sociaux, on a fait un projet européen également de 2020 à 2023 pour créer des outils numériques de prévention. Ce projet s'appelle Boomring, briser les infox par l'esprit d'autocritique, puisque à cette période-là, il y avait une explosion des fausses informations, de la désinformation, etc., qui pouvaient être utilisées comme porte d'entrée vers une dérive sectaire. Donc voilà, on a créé ces outils avec plusieurs pays européens, l'Espagne, l'Italie et la Slovénie. Voilà pour le côté prévention. Pour le côté accompagnement, nous sommes une équipe de bénévoles, mais également 2 salariés, avec 2 écoutantes, une secrétaire et moi-même. Et nous travaillons également avec des vacataires, des psychologues, plusieurs psychologues et plusieurs avocats qui interviennent à la demande des familles, puisque notre accompagnement va être de A à Z. Dès qu'on a une demande qui nous arrive, on essaye de comprendre un peu ce dont il s'agit, de mettre en place un entretien avec les familles et de voir qu'est-ce qu'ils attendent de nous et ce que nous, on peut proposer en retour. Et l'idée, c'est que, on puisse travailler avec la famille parce que c'est elle d'abord qui se rend compte que quelque chose ne va plus en fait, que leur proche a complètement changé de comportement, changé, d'attitude, de langage, de mode de vie et puis est dans le rejet total et subit des dommages. Et donc ils sont inquiets et ils cherchent à comprendre ce qui se passe pour savoir s'ils peuvent l'aider. Et donc c'est l'entourage d'abord qui se rend compte et on va travailler avec eux pour essayer d'aider à sortir la personne de l'emprise dans laquelle elle a été enfermée psychologiquement. Et l'objectif, c'est de voir arriver dans un second temps la personne elle-même lorsqu'elle aura eu un déclic, en fait. Et donc, voilà un petit peu pour la présentation de notre association et le cœur même de notre sujet, ce sont donc les dérives sectaires. Pourquoi je parle de dérives sectaires? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de secte. Ça fait plusieurs années, on a vu ce changement déjà dès 2002 avec nos partenaires institutionnels qui eux-mêmes ont changé leur
terminologie. Pourquoi? Parce que le terme secte, ce n'est pas une infraction, en fait, que d'appartenir à un mouvement sectaire. On a le droit d'adhérer. Puisqu'en plus, on part du principe qu'on est dans une laïcité, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Le problème ne va pas se situer sur la croyance, pas du tout, mais beaucoup plus sur les comportements et les pratiques qu'on va imposer à la personne et qui vont enclencher des faits dommageables chez elle. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de dérives sectaires. Sauf que ces dérives sectaires, elles n'arrivent pas par hasard, elles arrivent parce que en amont, le manipulateur a mis en place tout un processus de mise sous emprise pour essayer, à l'issue de ce processus, de faire de la personne ce qu'il veut finalement, de l'utiliser pour tout ce qu'elle peut apporter, d'avoir une emprise totale sur elle. Et donc, on va parler d'emprise sectaire. Et cette emprise, c'est un mécanisme qui va se mettre en place en 3 étapes. D'abord, la séduction. Ensuite, vous allez avoir 2 autres étapes, mais il faut bien savoir que la séduction, elle peut se mettre en place de façon tout à fait banale. Pourquoi? Parce que on pourrait se poser la question de est-ce que ça touche un public en particulier, etc. Eh bien non, ça peut toucher tout le monde. Parce qu'on peut tous être à un moment donné de sa vie en recherche de quelque chose. On fait un bilan sur sa vie. On a besoin, ou alors le travail qu'on mène nous prend énormément de temps et on a besoin de quelque chose qui nous permet d'être une soupape, de souffler un petit peu. Donc on cherche une activité. Ou alors on rencontre un problème de santé, un problème familial, on vient de... Enfin, peu importe, on traverse une passe et on cherche des réponses, des solutions. Et dans cette recherche, eh bien, on peut tomber sur des tas de personnes où tout va bien se passer et parfois tomber sur des personnes qui, elles, sont déjà d'avance de mauvaises intentions, mais forcément, elles ne vont pas vous le dire. Parce que si elles vous disent, bah, viens avec moi, je vais te prendre toute la liberté, ta dignité, je vais prendre tout ton argent, et puis je ferai de toi mon esclave. Enfin, franchement, c'est pas séduisant. Ça donne pas envie d'y aller. Donc, on s'en méfie d'emblée. C'est pour ça que pour avancer, pour séduire, il faut que la personne avance avec un masque, une illusion, finalement, une belle vitrine qui va emporter l'adhésion de la personne, en fait. Et donc, elle va se montrer charismatique, elle va essayer d'installer une confiance, etc. Et ce comportement, on peut le retrouver dans des tas de domaines. On peut le retrouver très bien dans tout ce qui va toucher au spirituel, mais aussi dans tout ce qui va toucher la formation professionnelle. On peut très bien faire une formation et se rendre compte petit à petit que le formateur s'éloigne de sa formation et parle d'autre chose parce que lui-même, en fait, il adhère à un mouvement et l'un de ses objectifs, c'est qu'à travers la formation, il recrute. Ça peut passer aussi par le sport. Pouvant être utilisé par certains mouvements pour happer les personnes. Ça me fait penser, peut-être avez-vous vu, il y a un reportage, un documentaire qui passe sur Netflix et qui parle justement de ce basculement de jeunes qui faisaient de la danse et qui commençaient à avoir des vues sur Internet avec des danses qu'ils faisaient. Et puis, ils croisent la route d'une agence de talent. Et cette agence leur dit, mais moi, je peux vous aider à développer votre nombre de vues, à développer vos activités, etc. Et donc, hop, le partenariat se met en place. Et petit à petit, cette agence va essayer de faire en sorte de, de gérer toute la vie des personnes, parce qu'elle va leur changer leur façon de danser, elle va changer également leur mode de vie. Elle va diriger même leurs propres relations avec les autres. Elle va leur conseiller de vivre tous ensemble dans une même maison, sous prétexte peut-être d'économiser des loyers, des choses comme ça. Bref, avec des arguments qui peuvent s'entendre pour les personnes, mais l'objectif pour l'agence qui était derrière ça, c'était progressivement de recruter ces personnes pour les faire rentrer dans le mouvement qui était derrière cette agence, puisqu'il s'agissait d'un mouvement à caractère sectaire et dont des personnes sont encore aujourd'hui sous leur emprise. D'autres s'en sont rendues compte, mais certaines le sont encore. Donc, vous voyez, sur quelque chose qui nous intéresse, on peut être capté et tout s'était fait, le point de départ s'était fait justement par une rencontre, par messagerie interposée via Internet.
Et ça peut passer aussi dans d'autres domaines tels que la santé. Et la santé, c'est un vivier où on retrouve énormément de dérives thérapeutiques à caractère sectaire. On va avoir des méthodes qui vont venir expliquer que le cancer n'existe pas, que c'est dans la tête. Certains coachs sur des réseaux sociaux vont s'improviser guérisseurs et vont expliquer que ben, comme c'est dans la tête, il faut faire un protocole de soins pour garder un état de santé à toute épreuve. Et comme ça, le cancer voilà, pourra s'en aller de lui-même, en fait. Et c'est pas la peine de faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie, etc. Et donc, il propose des protocoles du type faire 162 km oui, de marche, pardon, 42 km de nage, d'autres activités sportives, mais jusque finalement, les personnes vont jusqu'à l'épuisement total et s'éloignent progressivement de leur parcours de soins conventionnels qui pouvait éventuellement avoir été mis en place. C'est ce que nous rapportait justement une maman qui s'inquiétait pour sa fille à qui on avait décelé des cellules précancéreuses et qui a commencé un traitement, mais qui, à force de faire des recherches sur Internet, est tombée sur ce type de coach qui l'a emmené dans un pays en Amérique latine pour pouvoir exercer un peu plus cette emprise. Et donc, on retrouve énormément dans différents domaines, mais c'est vrai que la santé, je vais dire, je vais élargir au bien-être parce que beaucoup d'activités proposées sous couvert de bien-être peuvent très rapidement dériver et emmener vers justement une emprise sectaire en fait. Donc c'est pour ça que c'est important, surtout à l'heure actuelle où la santé mentale est également très impactée parce que elle est aussi une cause nationale et les manipulateurs l'ont bien compris et vont venir proposer des solutions. Donc, on va avoir tout un tas de praticiens, des guérisseurs, des passeurs d'âme. Vous avez aussi des consultants en mémoire cellulaire, excusez-moi. Vous allez avoir des thérapeutes quantiques. Enfin bref, un tas de terminologies différentes les unes des autres, mais qui vont venir se présenter comme pouvant accompagner et proposer du soin, etc. Mais qui peuvent mettre en place une emprise sur la personne. Donc c'est pour ça que ce sont des thèmes dans lesquels on peut retrouver énormément de dérives sectaires. Sauf qu'une fois que la séduction elle est installée, ben, il faut passer à l'étape suivante, parce qu'il faut maintenir l'accroche avec la personne. Et l'étape suivante, ça sera l'endoctrinement. Et durant l'endoctrinement, on va essayer de faire en sorte que la personne, son esprit critique plus précisément, s'endorme progressivement. Et on va utiliser tout un tas de techniques pour manipuler cette personne. Ça va commencer bien souvent par le fait de venir la valoriser, lui dire qu'elle est quelqu'un d'absolument exceptionnel avec un potentiel incroyable. Et donc, elle va s'immerger dans les activités du groupe, partager, etc. Et puis, on va lui demander de faire, peut-être de tenir le forum, peut-être de participer à des mises en place de conférences, etc. Et au bout d'un certain temps, le manipulateur revient vers elle et lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'est complètement idiot. T'es bête ou quoi? Et en fait, il la casse complètement. Et là, la personne, elle s'est dit, mince, mince, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas, ou alors j'ai pas fait assez, mais bon, je vais redoubler d'efforts, je vais relire un peu tous les documents qu'il m'avait donnés, et je vais essayer de faire les formations qu'il dit en plus pour mieux comprendre. Et donc, elle en fait plus, et puis le manipulateur laisse passer un temps et revient ensuite vers elle pour de nouveau la valoriser et lui dire, mais tu vois, je savais que tu y arriverais. T'es un être vraiment incroyable, exceptionnel. Et donc, le fait de se comporter de cette façon, sans cesse, en soufflant le chaud et le froid, eh ben, ça finit par déstabiliser mentalement la personne. Elle finit par plus savoir ce qu'elle vaut, si finalement ce qu'elle fait c'est bien, pas bien, etc. Et donc, c'est ce qui va déjà commencer à asseoir l'emprise.
Mais le manipulateur ne va pas s'arrêter là. Il va aussi venir toucher au sommeil de la personne, c'est-à-dire qu'il va la priver de ce sommeil, en lui disant par exemple: «Écoute, il faudrait que tu, alimentes le forum parce que les gens, c'est surtout la nuit qu'ils discutent, donc il faut que tu discutes avec eux la nuit». Ou alors de venir dire: «Bah, il faut que tu puisses, venir également, faire des séances avec nous qui se passent, la nuit en forêt, tu verras, c'est magique» et cetera. Mais ces coupures dans votre rythme de sommeil, eh ben, au fur et à mesure, finissent par vous fatiguer et vous affaiblir. Et de ce fait, vous êtes beaucoup plus malléable entre les mains du manipulateur. Eh bien, il va faire la même chose avec votre alimentation. Vous allez me dire, dans sa vie, on a le droit de changer en cours de route de régime alimentaire. C'est pas parce qu'on change de régime alimentaire que ça veut dire que tout de suite, on est sous l'emprise de quelque chose, bien évidemment. Mais ce que préconisent les mouvements à caractère sectaire, c'est toujours, ça finit toujours par provoquer des carences, en fait, chez la personne, en proposant un nouveau régime alimentaire. Certains, par exemple, vont dire, ben voilà, la santé, elle va, pour être en meilleure santé, il faut se nourrir exclusivement du jus, des fruits et légumes. Exclusivement. Donc plus rien d'autre, en fait. Et on remplace par rien d'autre, pas de complément, pas de rien. Ce qui fait que ça va, encore une fois, affaiblir la personne. Et donc, on va encore mieux pouvoir asseoir l'emprise sur elle. Et puis parfois, on va aussi, venir changer le prénom de la personne, au bout d'un certain temps. Mais le prénom, finalement, pour tout un chacun, c'est sa propre identité. Et donc c'est quelque part une façon de venir lui enlever sa personnalité, la dépersonnaliser. De toute façon, la personne qui est sous emprise finit par ne plus dire «je», mais parler d'un nous, nous, sans arrêt, elle dit nous. Et c'est même pas un nous qu'elle partage quand on fait partie d'une structure ou quelque chose et où on existe encore à côté. Non, c'est un nous de fusion, c'est-à-dire qu'elle fusionne avec le groupe et qu'elle n'existe plus en tant que personne, en tant qu'individu à part entière. Et donc, dans toute cette, phase d'endoctrinement, le manipulateur va venir flanquer un prêt-à-penser, il va venir la noyer, sous un flot de doctrines et cetera, pour pas qu'elle ait de répit, pour qu'elle vive 100 de son temps dans l'idéologie du mouvement et cetera, pour pas que l'esprit critique puisse éventuellement se réveiller. Et donc, une fois que cette phase est accomplie, le manipulateur va arriver vers la dernière phase qui est celle de la rupture. Et là, la personne, on lui a délivré un savoir total comme étant une vérité absolue. On lui a dit que c'était une élue, elle faisait partie de l'élite, etc. Elle a accès à un savoir ultime que personne d'autre ne connaît. Et donc, elle développe un sentiment de supériorité par rapport aux autres personnes. Et comme elle arrive à une étape où elle est assez déterminée dans son engagement, et ben, dans cette étape-là, il ne reste plus qu'à la pousser vers la rupture avec son entourage familial, professionnel, amical, social, et cetera. Et donc, vous allez voir la personne qui va s'éloigner progressivement parce qu'elle y aura été poussée. Et peut-être bien que le manipulateur aura anticipé les choses et aura dit: «Tu sais, il vaut mieux pas que tu en parles à ton entourage parce qu'ils pourraient ne pas comprendre et ils ont pas, comme toi, la connaissance que je viens de te délivrer. Donc, ils vont peut-être dire: "Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu serais pas dans une secte?"» Et quand c'est ce qui se passe, que l'entourage dit: «Mais c'est quoi? C'est bizarre, j'ai l'impression que tu es sous emprise». Ah! La personne se dit: «Mais il l'avait dit, il avait raison, il le savait que mon entourage dirait ça». Et donc ça renforce encore plus l'aspect: «Il a raison, il a la vérité» et ça isole encore plus la personne. Donc c'est pour ça que dans cette étape-là, enfin même une fois que le mécanisme est installé, il vaut mieux pas aller dans la confrontation avec la personne, surtout pas. Il vaut mieux être dans l'interrogation, dans l'écoute, dans le questionnement. Le questionnement pour pouvoir comprendre ce qu'elle vit et puis venir titiller sur des choses qui peuvent vous paraître un peu: «Tiens, c'est étrange», mais lui poser la question pour qu'elle-même, petit à petit, vienne se la poser cette question-là. Et donc, ce mécanisme va servir à asseoir totalement l'emprise sur la personne pour en faire exactement ce qu'il en veut.
puisque c'est un comportement qui est très pervers, puisque l'objectif pour le manipulateur, c'est déjà en premier d'avoir le pouvoir sur la personne et de pouvoir l'utiliser pour tout ce qu'elle va pouvoir apporter. Peut-être qu'elle va pouvoir complètement délivrer toute son intelligence, ramener plein de personnes dans le mouvement, puisqu'elle a un tel réseau qui est hyper intéressant, ou alors elle a des biens, donc elle peut alimenter financièrement le mouvement. Elle peut être utilisée aussi sexuellement, parce que c'est aussi une des nombreuses dérives que l'on retrouve dans les dérives sectaires. Voilà, on va utiliser la personne pour tout ce qu'elle peut apporter. Et c'est vrai que le phénomène a largement évolué, puisque je vous disais, on a été créé en 75 et à l'époque, donc notre association a travaillé pour faire remonter auprès des pouvoirs publics et faire comprendre la dangerosité du phénomène sectaire. Et les pouvoirs publics en ont pris conscience surtout en 95, quand malheureusement il y a eu des massacres à cette époque-là. Et il y a eu du coup une commission d'enquête. Et lorsqu'ils ont enquêté, ils ont euh, pu comprendre que sur le territoire français, il y avait à l'époque 173 mouvements à caractère sectaire. C'était en 95, hein. On est 30 ans plus tard. Et le nombre de mouvements s'est démultiplié. Aujourd'hui, on peut être à peu près entre 600 et 800 mouvements. Et encore, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que tous les jours, un nouveau mouvement peut se créer. Dans le domaine de la santé, et nous-mêmes, on finissait par les appeler les trucs machin thérapie, puisqu'il suffisait de coller thérapie derrière un mot pour en faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'officiel, de scientifique, etc. Quelque chose qui se veut, qui est présenté comme du soin. Et donc, nous avons vu ce phénomène largement évoluer au fil des années avec des grosses structures bien identifiées au début, et puis progressivement l'apparition de mouvements sous forme de petites structures, des microstructures, parfois avançant devant une apparence associative, puisque ça paraît voilà, sympathique et pourquoi pas y aller, etc. Et puis sont apparus également, en parallèle, des manipulateurs individuels qui utilisaient le même mécanisme que celui des grands mouvements à caractère sectaire, pour mettre sous emprise parfois une seule personne ou pour commencer tout doucement un petit groupe. Et donc, c'est pour ça que ce phénomène a très largement évolué. Et ces dernières années, nous avons été confrontés à différents sujets. Et il faut bien comprendre aussi que les mouvements vont fonctionner parce qu'ils vont aussi surfer sur un terreau, en fait. Un terreau qui peut être fertile pour eux. Ce terreau, ça peut être celui d'une crise financière, d'une crise sanitaire, comme nous avons vécu. Ça peut être des tas de choses. Vous avez, par exemple, nous avons été confrontés également à la thématique de la radicalisation. Et nous avons accompagné des familles parce que, à partir du moment où la personne a basculé dans une radicalisation, parce qu'elle a été séduite, endoctrinée et qu'elle a subi une rupture avec son entourage. À partir du moment où on retrouvait ce mode de fonctionnement pour la faire basculer dans une radicalisation, on accompagnait les familles. Et notamment, je pense à une jeune femme qui a été séduite parce qu'elle était en recherche, elle voulait simplement découvrir l'arabe et apprendre l'islam. Voilà, retrouver une forme de paix, de sérénité, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche quelque chose? On va sur Internet, on trouve plein de débuts de réponses et elle discute avec une personne, puis une autre et la troisième, en fait, bah, elle apporte beaucoup plus d'informations et c'est hyper intéressant. Et donc, il continue à discuter en messagerie privée. Et pendant 3 ans, il va mettre en place progressivement tout ce mécanisme avec de temps en temps où il lui envoie une tenue en lui disant, mets cette tenue, fais une photo et envoie-le-moi, pour pouvoir justement tester l'emprise qu'il a sur elle, pour pouvoir savoir s'il passe à l'étape suivante. Eh bien, cette jeune fille, c'est sa maman qui s'est inquiétée parce qu'elle voyait bien le changement de comportement, son agressivité qui ressortait de plus en plus, etc. Et elle a essayé de trouver de l'aide et elle est allée voir les services de police qui ont enquêté, elle est arrivée vers l'association, nous l'avons accompagnée. Cette jeune fille, au moment où cette maman s'est inquiétée justement et s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Et donc au moment où elle s'est inquiétée, cette jeune fille était prête
à relayer des actes de terrorisme. Et donc, elle a été arrêtée et jugée pour apologie d'actes de terrorisme, avec l'obligation d'avoir un accompagnement, des soins, etc. Et nous avons fait partie de cet accompagnement. Et il faut bien comprendre que là, tout s'est passé par Internet. Elle n'a jamais rencontré physiquement son manipulateur. Et pendant ce temps, donc pendant ces 3 ans, il faut bien comprendre qu'une personne va mettre autant de temps, à sortir d'emprise qu'elle y a passé. Et nous avons accompagné cette personne avec au début, ben, forcément, elle a été arrêtée, condamnée et donc elle n'était pas volontaire dans cette sortie d'emprise. Il n'y avait pas encore eu de déclic. Donc l'accompagnement s'est mis en place progressivement. Il fallait qu'elle puisse trouver une confiance en nous, comprendre qu'on n'était pas là pour la juger, mais pour comprendre avec elle ce qui lui est arrivé. Et progressivement, on a détricoté un petit peu tout ça. Et on s'est rendu compte, au bout de 2 ans et demi, que là, vraiment, il y avait une réelle sortie d'emprise. Donc, vous voyez, ça va prendre aussi du temps pour pouvoir sortir d'emprise, mais tout va dépendre aussi de l'existence d'un déclic ou pas. D'où la nécessité de travailler avec l'entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel, pour faire survenir ce déclic. Mobiliser tout un chacun pour expliquer comment ça fonctionne le mécanisme de l'emprise et puis comment on peut intervenir, on peut essayer de l'aider à retrouver cet esprit critique. Et donc voilà, pour cette jeune fille, effectivement, tout s'est passé en ligne et aujourd'hui, on a vu, alors bien sûr, on a été assez impacté avec la thématique de la radicalisation, et dernièrement, ces 5 dernières années, ça a été tout a tourné autour de tout ce qui est, bah, le covid, avec la crise sanitaire, avec les confinements que l'on a vécus et qui ont pu déstabiliser bon nombre de personnes et qui, du coup, ont créé ce terreau fertile avec des mouvements qui venaient proposer, certaines techniques comme étant, miraculeuses pour sauver du covid. Mais il fallait faire plus que ça. Certains sont allés même jusqu'à proposer des techniques qui étaient même assez dangereuses. Nous avons d'ailleurs accompagné une jeune femme qui, elle, était infirmière et qui, époque Covid, confinement, pour reprendre le travail, puisqu'elle venait d'avoir son 5e enfant, et pour reprendre le travail, obligation vaccinale. Elle se questionne, je le fais, je le fais pas. Bon, j'ai vraiment envie de reprendre mon travail. Allez, je vais me vacciner. Sa sœur, qui est également infirmière et qui avait elle-même basculé dans tout un tas de théories complotistes, mais très extrémistes en fait, euh, l'a mis en alerte en disant: mais non, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, t'es intoxiqué, etc. Viens voir, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et donc, elle l'a immergé progressivement dans le groupe auquel elle appartenait sur un réseau social crypté. Et il y avait surtout dans ce petit groupe une personne qui prenait le dessus et qui faisait des diagnostics aux participants. Donc, il lui disait: bah, tu sais, tu es intoxiqué, mais il faisait presque une ordonnance en établissant justement qu'elle devait prendre tel médicament qui est interdit en France, qu'elle devait se procurer sur Internet et qu'elle devait prendre une pilule toutes les heures pendant 3 mois. Et c'est caché, c'était à base de dioxyde de chlorure. C'est quand même la base de la composition du Javel, hein. Donc, cette dame complètement sous emprise prend ce traitement, pousse son mari à le prendre, son mari ne veut pas l'entendre parler, il dit: «Non, mais moi je prends pas ton truc» et cetera. Et puis progressivement, pour avoir la paix à un moment donné dans ses sollicitations, pressantes, finit par prendre le médicament mais se sent pas très bien. Donc il arrête tout de suite et dans ces échanges continus avec le groupe, qui l'éloigne toujours plus de son entourage, qui viennent dire: «Tu sais, ton mari, il est intoxiqué et donc tu ne peux plus avoir de relations sexuelles avec lui parce qu'il va de nouveau t'intoxiquer alors que tu es en train de te purifier grâce au traitement que je te confie». Et donc au fur et à mesure, elle s'éloigne de plus en plus, elle passe plus de temps avec ses enfants, la priorité, c'est le mouvement. Et un jour, à un moment donné, le manipulateur lui dit: «Bah, fais une prise de sang et envoie-moi le sang, je vais l'analyser, je vais te montrer que tu es intoxiqué». Et ça, pour elle, ça a été un début de déclic. Parce qu'en fait, elle s'est dit: «Oui, pourquoi pas faire une prise de sang, mais
le fait de lui envoyer comme ça par la poste, enfin bref, pour qu'il l'analyse, ça l'a un peu titillé. Et donc, elle en a parlé à son médecin, et pour le coup, son médecin a été très fin justement dans l'approche, parce que il lui a dit, bah oui, pourquoi pas faire une prise de sang, un petit bilan entre deux, ça fait du bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose plus particulièrement qui ne va pas? Est-ce qu'on peut en parler? Et donc, il lui a expliqué, ils ont discuté ensemble tranquillement, et puis à un moment donné, il lui a parlé des médicaments. Donc, il l'a petit à petit, pardon, amené à rapporter ses médicaments. Bon, vous savez, je voudrais pas mettre quelque chose de contradictoire avec, etc. Parce que justement, il a essayé de progressivement la protéger d'elle-même. Et petit à petit, à force, parce que c'est son entourage essayait sans arrêt de réveiller cet esprit critique, mais c'était très difficile. Mais ça faisait petit à petit son petit bonhomme de chemin, parce qu'à un moment donné, elle ne savait plus à quoi s'en tenir. Est-ce que c'est le groupe qui a raison ou est-ce que c'est mon entourage qui a raison? Je ne sais plus. Et c'est elle, chose rare, mais c'est elle qui a poussé la porte de notre association pour demander à être accompagnée parce qu'elle avait besoin de comprendre et besoin de faire la part des choses, de savoir si est-ce que c'est déviant, est-ce que je suis en train de plonger complètement, etc. Et ils étaient au bord de divorcer. Il a fallu les accompagner chacun, l'un et l'autre, pour que chacun puisse comprendre avec une vigilance pour justement le couple en disant, bah, attendez, monsieur, on comprend la situation, on comprend que c'est lourd en tant qu'accompagnant, mais on comprend que vous souhaitez divorcer, mais peut-être pas tout de suite. On va travailler d'abord à cette sortie d'emprise. Après, quand elle retrouve son esprit critique, ça redeviendra votre vie à vous deux. Vous faites ce que vous souhaitez, ça ne nous regardera plus. Mais là, si vous divorcez maintenant, ça veut dire que ben, elle n'a plus d'attache extérieure au groupe et elle risque de basculer encore plus dans le mouvement. Donc, ça risque d'être dangereux pour elle, plus que ça ne l'est déjà. Donc, voilà, il a fallu travailler cet accompagnement justement avec la famille. Et donc, ça passe par des tas de choses via Internet. Ça peut passer aussi parfois, on parle beaucoup d'influenceurs. Bon, alors là, sans aucune généralité, voilà, hein, bien évidemment, mais certains peuvent avoir des comportements qui, progressivement, font basculer vers justement une dérive sectaire. Et certains ont fait l'objet de signalements à la Miviludes par rapport à ce qu'ils proposaient, où ils mettaient ils créaient en fait une communauté virtuelle, comme beaucoup ont, hein, une communauté, mais ça allait plus loin, c'est-à-dire qu'il fallait renommer la personne maman, il fallait aussi dire quand on avait une difficulté, quand on était harcelé, il fallait le dire, elle allait appeler le harceleur et puis régler la chose elle-même, etc. Donc ça devenait très intrusif. Pardon, c'est du direct, hein. Donc ça devenait très intrusif. Et donc, c'est là où il faut être très vigilant. Ça peut passer aussi par les jeux vidéo, par les plateformes. Nous avons l'exemple encore récent d'un jeune homme qui était étudiant en commerce et qui, lui, a mis sous emprise lui-même tout un tas de jeunes filles. Il recherchait des profils. Lui, il s'attaquait justement à des profils très spécifiques en recherchant des personnes qui rencontraient des difficultés, etc., et qui avaient besoin de parler. Et donc, il a visé des jeunes filles de 11 à 16 ans à qui il prétendait pouvoir apporter un soutien parce qu'ils vivaient la même chose, donc ils peuvent s'entraider, etc. Sauf que progressivement, il les a amenés à accomplir des actes, déjà dans un premier temps à faire des photos d'elle nue et de lui envoyer. Et c'était un moyen de pression pour pouvoir le diffuser si la personne ne faisait pas ce qu'il demandait. Donc actuellement, il a été arrêté et il est poursuivi pour acte de torture et de barbarie et pour extorsion en bande organisée, parce que derrière lui, il y a tout un réseau. C'est un réseau international, puisque des victimes sont connues aussi au Canada, aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Et là, ce jeune homme, aujourd'hui, il a 28 ans, il est incarcéré en attente de jugement, mais il a mis tout ce système en place d'emprise sur la personne. Et c'est un système qu'on avait déjà retrouvé aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup du challenge de la baleine bleue. C'était un challenge qui circulait sur les réseaux sociaux beaucoup plus que sur Internet et où les ados s'échangeaient les liens. Et ce challenge, c'est un ensemble de 50 défis.
Le premier, c'était de dessiner une petite baleine bleue et d'envoyer au tuteur qui vérifiait s'il avait accompli le premier défi et qui donnait le défi suivant. Sauf qu'au fur et à mesure des défis, ça devenait de plus en plus dur et surtout ça posait un contexte déjà. Un contexte comme là, par exemple, l'un des défis, c'était de se positionner la nuit au-dessus du lit de ses parents et tout à coup, pendant qu'ils dorment, d'hurler. Donc, bien évidemment, avec ce que ça engendrait comme tension derrière. Et puis, d'autres défis, c'était d'écouter seul le soir dans sa chambre une musique triste. Vous voyez, déjà, ça pose un conditionnement, un état d'esprit dans lequel on va commencer à enfermer la personne. Et puis, les défis devenaient de plus en plus dangereux parce qu'ils atteignaient jusqu'à des scarifications et le défi ultime, c'était de se suicider. Et bon nombre de jeunes ont atteint malheureusement cette dernière étape et ici, au pont de Rallil, 2 jeunes filles ont d'ailleurs été stoppées avant même de sauter du pont parce qu'on était avec ce phénomène qui s'était mis en place où il instaurait une emprise et tout se faisait à distance, en fait. Donc c'est vrai que ça peut passer, voilà, par bon nombre de choses. Les jeux vidéo, par exemple, que je disais tout à l'heure, ont été un point d'entrée aussi, pour bon nombre de manipulateurs, que ce soit, l'emprise sectaire en général ou la radicalisation en particulier. Avec parfois, par exemple, sur certaines plateformes de jeux qui proposent de reproduire la bataille de Falloujah, de choisir son camp, et cetera. Et qui progressivement a mené des jeunes, ben, jusqu'à être encore récemment, poursuivis pour justement association de malfaiteurs, dans une entreprise terroriste, et cetera. Et il faut bien comprendre que de 2022 à 2024, le nombre de jeunes, d'adolescents qui ont été poursuivis à ce titre a fortement augmenté, en fait. Et beaucoup découlé justement de cette rencontre sur les jeux vidéo, donc sur les plateformes. Ça peut passer également, on parle un peu aussi du métaverse. Le métaverse qui va créer cet univers virtuel, en fait, avec, on va créer un avatar qui se représente soi, etc. Eh ben, c'est un moyen aussi qu'utilisent certains mouvements, et pas forcément des tout nouveaux mouvements qui viennent se créer, hein, des mouvements vieux des années 1800 et qui sont encore existants aujourd'hui, qui essayent de se renouveler, d'attirer toujours plus de jeunes et qui vont utiliser les moyens de communication actuels et les nouveaux supports numériques. Et donc, certains passaient dans le métaverse pour recruter, pour essayer de proposer une aide, une écoute, etc., selon ce que les personnes recherchaient dans le métaverse. Ça peut passer également par, du trading en ligne parce que, bon nombre de propositions ont pu faire ressortir derrière tout un mécanisme de manipulation. Je pense notamment à un jeune homme de 17 ans qui, lui, voilà, il crée son compte sur un réseau social et puis il publie des choses. Mais bon, pas beaucoup de personnes réagissent, et cetera. Et puis, un jour, il republie une publication d'un influenceur qui est aussi, heu, alors qui est millionnaire, qui, promeut l'enrichissement, mais qui a aussi des propos misogynes, qui a aussi, qui est beaucoup dans la discipline, et cetera. Et donc ça commence à attirer des personnes. Et ensuite, il commente des posts également d'un groupe qui indique comprendre comment fonctionne vraiment le monde. Et petit à petit, on lui explique que tout peut s'expliquer grâce aux chiffres. Et grâce aux chiffres, on peut aussi devenir riche. Si on applique des combinaisons de chiffres, des codes, on peut travailler en bourse, et cetera, et se faire très rapidement de l'argent. D'ailleurs, le promoteur indique qu'il est parti de zéro et qu'il s'est fait 1 300 000 € en quelques mois. Donc, il y a on vante justement une méthode comme étant infaillible et comme permettant aux personnes, et ça vise surtout les 18-25 ans, justement de se faire de l'argent facilement. Mais entre deux, il va instaurer toute une doctrine basée sur des théories complotistes, basée sur des propos discriminatoires, etc.
Il va mettre en place tout ça et ce jeune homme progressivement va relayer, va changer de comportement et va aller prendre un petit travail, un petit job d'été parce qu'il a demandé un peu d'argent à sa mère pour faire une formation de trading en ligne mise en place par la société, une formation à 3 500 $. Et donc, il va trouver un travail pour financer cette formation, etc. Et donc, il va s'immerger complètement et là où il était sportif, il est intelligent et il avait des amis, etc. Ben là, il se renferme, il côtoie plus ses amis parce qu'ils sont aveugles à la vérité. Il se replie complètement sur lui-même, il travaille pas, il a arrêté ses études et il s'enferme dans ce mode de fonctionnement complet où justement on va essayer. Alors, et si tant est que ça marche pas, le code numérique qu'on lui a donné pour se faire de l'argent, c'est pas grave, on lui propose autre chose. On lui dit, bah, écoute, je vais t'embaucher, comme ça, toi, tu vas recruter de nouvelles personnes. On est à la limite du système un peu pyramidal qui est interdit légalement en France, hein. Et donc, on va essayer de recruter la personne, elle va faire surtout, elle va en recruter d'autres et puis créer quelques codes à côté, etc. Et donc, ce jeune homme est complètement imperméable à tout ce qu'il peut entendre à côté. Sa maman essaye de réintroduire un échange et elle dit bien, bah, ce que j'ai pour moi, c'est qu'il a pas totalement coupé le dialogue avec moi, mais il est très fermé. Et donc, c'est très difficile pour elle d'essayer de réveiller un peu cet esprit critique. Et donc, ça passe beaucoup par ce type de situation. Ça va toucher tout un chacun et parfois, ça peut viser certains publics. On avait une jeune femme qui justement a été happée par l'une de ses collègues. Donc là, ça s'est pas passé en ligne. La seule chose qui s'est passée en ligne, c'est le fait de la faire visionner toutes les vidéos du groupe, la doctrine, etc. Et en fait, elle a enfermé cette jeune femme qui avait une vingtaine d'années, qui était trisomique, et elle l'a enfermée complètement dans un autre système de pensée en lui faisant croire qu'on allait venir l'enlever et lui injecter le vaccin contre le Covid de force. Et donc cette jeune fille a quitté son travail, vivait reclus chez elle et n'a plus donné de signe de vie à son entourage. Et son entourage était fortement inquiet. On a travaillé avec eux, on a travaillé avec des travailleurs sociaux, on a fait un signalement à la CRIP et cette jeune fille a été retrouvée quelque temps plus tard, errant dans les rues dénutrie, etc. Parce que la manipulatrice avait bien installé l'emprise et elle avait complètement perdu pied, cette jeune femme. Et donc, c'est vrai que ça peut toucher aussi parfois des publics en grande fragilité, mais il faut bien avoir en tête que c'est pas que cela. Et sur Internet, les techniques d'approche vont souvent passer, en tout cas ces derniers temps, vont souvent passer par tout ce qui est bien-être, développement personnel, etc. Et peut-être avez-vous entendu parler aussi des dernières tendances actuelles avec le masculinisme, avec le féminin sacré. Et le masculinisme où on va retrouver l'idéologie selon laquelle les hommes souffrent d'une crise identitaire et c'est à cause des femmes, surtout des féministes, etc. Et donc, il faut retrouver sa virilité, ils vont faire des stages de virilité, etc. Sauf que quand ils rentrent chez eux, pour certains, quand il y a justement une emprise qui s'est installée, ils ont complètement changé de comportement et ils sont très violents, en fait. Et vous allez avoir un peu la même chose aussi dans tout ce qui est féminin sacré, où là, on va essayer de faire retrouver à la femme son empowerment, comme on explique, mais au final, ça confine la personne, la femme, en étant un organe reproducteur, finalement. Puisqu'on va parler de bénédiction d'utérus, qu'on va parler de cycle, etc. Enfin bref, mais en tout cas, les femmes sont donc poussées à comprendre que si elles ne sont pas complètement épanouies, c'est de la faute des hommes, etc. Et on a accompagné justement des situations familiales où l'épouse rejetait complètement son père, le mari, elle voulait divorcer, et même le garçon était mis de côté, mais à tel point qu'elle en devenait violente psychologiquement et parfois physiquement. Donc là, il fallait intervenir. Même si elle est sous l'emprise, elle reste dangereuse pour son entourage. Et donc, on a accompagné le papa pour protéger les enfants parce qu'elle était complètement sous l'emprise du groupe, a changé de comportement et
à oublier même son rôle de parent, en fait. Donc, c'est vrai que ce sont toutes les thématiques que l'on peut voir actuellement, circuler. Beaucoup passent par internet, beaucoup sont exclusivement sur internet, mais pas toujours, puisque ça peut être simplement une porte d'entrée pour ensuite avoir une rencontre physique. L'essentiel, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait, pour qu'on parle d'emprise sectaire, tout ce système de manipulation mis en place et que ça amène vers justement un changement de comportement qui va se traduire par, comme je vous disais tout à l'heure, changement de langage, de mode de vie, de tenue vestimentaire. Elle ne vit que plus que par le mouvement, elle est repliée sur elle-même, on sent qu'elle a une perte progressive de son discernement, tout doit tourner autour du mouvement. Vraiment, ce sont des éléments qui sont révélateurs d'une personne qui est sous emprise sectaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, dans un premier temps, pouvoir montrer qu'on n'est pas dans le jugement, mais plutôt d'essayer de comprendre, questionner, parce que ça permet de glaner des informations et ensuite de se renseigner, pourquoi pas à des structures comme la nôtre ou encore la Mivilude également, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, une mission d'État avec laquelle on travaille au quotidien. Et donc, de comprendre ce qui se passe pour ensuite pouvoir mettre en place un accompagnement adapté. Et que ce soit en tant que personne ou en tant que particulier ou en tant que professionnel, on peut tous être à un moment donné interpellés par ce type de situation. Et donc, c'est bon de savoir qu'il y a des structures qui existent et surtout de savoir vers qui, du coup, se tourner et comment on peut fonctionner quand c'est comme ça? Parce que même déjà en tant que travailleur social, on faut jamais garder juste pour soi ce type de situation. Faut toujours faire remonter parce qu'il peut y avoir derrière ça, on peut faire un signalement, ça peut mener vers une enquête et creuser un peu plus parce que le faisceau d'indices que vous avez remonté permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui voilà, qu'il faut gratter et comprendre ce qui se passe pour mettre en place des garde-fous. Parce que notamment si on parle, de la situation des enfants, on peut l'observer à travers, par exemple, l'enfant n'a pas le droit de côtoyer d'autres camarades. L'enfant, n'a pas le droit de prononcer un avis différent de celui de ses parents, ou même un droit à la parole. Il y a même pas son temps de repos, son temps de jeu. On se rend compte qu'il a un changement alimentaire, mais est-ce que ce changement est dû pour un avis médical, suite à un avis médical ou pas du tout? Est-ce qu'il est dangereux, ce nouveau régime alimentaire pour l'enfant? Est-ce que l'enfant a un discours plaqué? Est-ce qu'il remet en cause sans cesse l'enseignement qu'on lui délivre, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'indices qui peuvent permettre de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on essaye de faire remonter ça. Et il ne faut pas partir sous l'angle de la croyance, mais plutôt des faits concrets qui se passent pour la personne. Qu'est-ce que ça impacte pour elle? Pour pouvoir justement montrer que tout ça, c'est néfaste à, bah, notamment quand on parle de l'enfant, sa santé, sa sécurité, son développement socio-affectif, et cetera. Et partant de ce principe-là, on peut mettre des choses en place pour essayer de le protéger et de mettre de la distance progressive avec le mouvement sous l'emprise duquel les parents, le ou les parents semblent adhérer. Puisque, faut bien comprendre une chose, c'est qu'un enfant rentre dans un mouvement à caractère sectaire parce que l'un de ses parents ou les 2 adhèrent, peut-être parce qu'il y est né aussi, puisqu'ils ont adhéré, bien avant sa naissance. Mais il peut rentrer également par le biais d'un soi-disant praticien qui va parce qu'il rencontre une difficulté, il rencontre un psychologue, enfin quelqu'un qui se dit psychologue, qui peut-être ne l'est pas ou qui peut l'être, hein, et qui peut, être lui-même, en train de dériver, ça peut arriver aussi et qui va l'emmener vers toute autre chose, en fait et qui va, par l'emprise qu'il exerce sur l'enfant, essayer de capter aussi les parents. Et puis après, vous avez la situation des enfants qui vont rentrer dans un mouvement à caractère sectaire parce qu'ils auront été happés à un moment donné de leur vie où ils étaient en questionnement, notamment l'adolescence, peut-être avec un rêve d'absolu, etc. Et c'est ce que leur vend le mouvement. Donc, voilà un petit peu comment se met en place le mécanisme, comment on peut le repérer, comment il circule également. Tout en sachant que l'une des difficultés à venir va être également avec, face à l'intelligence artificielle qui peut être très intéressante pour du progrès scientifique et cetera, mais qui peut être utilisée aussi,
par des manipulateurs pour asseoir une emprise sur la personne. Commencer peut-être par une dépendance et complètement basculer sur une emprise totale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent et se questionner. La difficulté, c'est de savoir du coup derrière par exemple, derrière des vidéos générées par l'intelligence artificielle, qui crée justement et qui assoit une emprise sectaire pour pouvoir réagir et dénoncer les pratiques de ce manipulateur. Donc voilà, je pense avoir fait un panel justement sur le sujet. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup, Audrey. Donc, vous pouvez... effectivement, vos micros sont coupés. Je suis désolée, c'est le format webinaire, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation écrite. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est que tout était clair. Après, c'est aussi parfois c'est la première question qui va Oui, voilà, déclencher c'est ça. parfois. Mais vous parliez de l'IA justement, et donc c'est un axe que Print traite aussi. Et effectivement, on peut le voir sur les réseaux sociaux et les adhérents peuvent en parler, le nombre de fausses vidéos qui sont faites et qui sont très très bien faites. Et justement, j'imagine que ça peut crédibiliser des récits justement pour les personnes vulnérables Oui, oui, pour rentrer dans un et mouvement nous, sectaire, ouais. voilà. Et quand on réussit à bien identifier, parce que voilà, elles sont générées, mais elles sont reliées très rapidement à un mouvement parce qu'il est publié sur son site, sur ses réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. Par contre, c'est vrai que encore récemment, un homme nous a sollicité en disant, je suis inquiet pour ma maman parce que elle semble complètement accro aux vidéos qu'elle reçoit et qui sont générées automatiquement par une intelligence artificielle et qu'elle reçoit à chaque fois. Et nous, toute la difficulté, c'était de comprendre comment fonctionner et comment réussir à trouver qui est derrière, parce que c'est ça l'emprise, c'est que c'est fait par une personne ou un groupe qui va avoir un comportement pervers avec une intentionnalité derrière. Sauf que comment, par exemple, à partir du moment où on fait un signalement au procureur pour dénoncer les agissements de tel groupe ou de tel praticien, comment le faire sur une intelligence artificielle? C'est un peu comme d'autres familles sont venues vers nous aussi avec, en disant, un bouquin, il est complètement accro à ce bouquin. Et j'ai peur qu'il soit dans un groupe sectaire. Le bouquin peut être la porte d'entrée vers un mouvement, effectivement, parce que certains bouquins, déjà rien que quand on nous donne le titre, quand on connaît suffisamment certains mouvements à caractère sectaire, on identifie très bien que ce bouquin va ramener vers tel mouvement. Mais parfois, il s'agit simplement d'un ouvrage qui peut peut-être passionner, exulter, etc. Et puis qui peut créer une sorte de soufflet qui monte qui peut redescendre après. Mais s'il n'y a personne derrière, parce qu'il pourrait très bien y avoir un groupe qui se crée, un groupe de lecture autour de cet ouvrage, d'analyse de l'ouvrage, et l'emprise peut être exercée via ce groupe. Mais si c'est que le bouquin, c'est compliqué et on ne peut pas parler d'emprise sectaire à proprement parler, en fait. Oui. Et donc, c'est là où on doit bien faire attention quand on reçoit une famille à analyser au cas par cas chaque situation qui nous est présentée. Et on va l'analyser grâce à tout un ensemble de critères, les critères de dangerosité qui nous permettent de déterminer lorsqu'une personne est sous emprise, enfin, si on est face à un mouvement à caractère sectaire, alors il y en a 17, il faut une accumulation au moins de 4-5 critères pour dire oui, effectivement, on est face à un mouvement qui a un comportement sectaire. Et donc, vous allez retrouver parmi ceux-là la déstabilisation mentale, l'embrigadement des enfants, le détournement des circuits économiques, l'importance des débellés judiciaires, la remise en cause de l'ordre social. Voilà, tout ça cumulé sont autant d'indices qui vont révéler un caractère sectaire du mouvement. Et on va les combiner au caractère d'emprise mentale.
Et parmi lesquels, pareil, il en faut 5 pour déterminer si effectivement la personne est sous emprise du mouvement à caractère sectaire. Et l'emprise mentale, on va la reconnaître, bon, bien sûr, dans les faits, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à tous ces changements, mais les critères de l'emprise mentale, c'est le fait qu'elle soit la personne complètement imperméable aux avis extérieurs, Mm. qu'elle a une allégeance complète et inconditionnelle à la personne avec qui elle échange, qu'elle a une rupture dans son mode de vie antérieur. Voilà, c'est plusieurs critères qui vont faire que ça nous permet de déterminer. Ces critères, d'ailleurs, on les a réinsérés dans notre plaquette de présentation de l'association que je pourrais vous transmettre et que vous pouvez diffuser à l'ensemble des participants, Avec plaisir. puisque voilà, c'est les premières étapes et c'est toujours sur ces éléments que l'on se base, parce qu'effectivement, toute demande n'est peut-être pas toujours relevant d'un mouvement à caractère sectaire. Il nous est arrivé d'avoir une demande d'une famille qui nous dise, ben voilà, mon fils a disparu, je ne le retrouve plus, et j'ai peur qu'il soit tombé dans un mouvement sectaire. Donc, Mm. mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un mouvement sectaire derrière? Ben, C'est figurez-vous ça. que juste avant de disparaître, il est allé dans un temple bouddhiste. Bon, bah, c'est pas suffisant en soi quand même. Il était libre de rentrer dans ce temple bouddhiste. Et qui dit que le temple bouddhiste renferme derrière, il faut d'autres éléments Ouais. très caractéristiques. Et donc on a creusé. On a creusé avec la famille, on a creusé avec l'entourage. Et au bout d'un certain temps, rien, absolument rien ne ressortait d'une potentielle dérive sectaire. Néanmoins, cette famille était en souffrance par rapport à un être cher qui avait disparu et dont il ne savait même pas s'il était toujours en vie, etc. Et donc, on a un réseau associatif et on a essayé de mettre en lien avec une autre association qui est Association Recherche Personnes Disparues et qui Mm. travaille exclusivement sur cette thématique-là. Ça permettait de passer le relais et que cette personne puisse être accompagnée par une autre structure plus adaptée à la problématique qu'elle rencontre, en fait. C'est pour ça qu'il nous faut bien faire à chaque fois attention à ce qui nous est soumis. Mm. Est-ce que c'est de l'emprise sectaire ou est-ce que ça n'en est pas? D'accord, merci. Et justement, au niveau Mhm. information, on a une question dans le chat. Proposez-vous un support à imprimer qui retrace les étapes de l'emprise pour transmettre aux familles que j'accompagne? Peut-être c'est le Alors, support dont je vous ai parlé, dont vous avez parlé tout à l'heure, ben peut-être? justement, effectivement, la plaquette que vous voyez Mmh. ici, vous avez donc en tout premier, vous avez les étapes de l'emprise sectaire qui sont reprises et les critères de dangerosité, les critères d'emprise mentale. Et ensuite, nous expliquons comment nous accompagnons. C'est-à-dire que expliquer qu'il faut un temps pour se poser, un temps pour expliquer ce qu'on a vécu, un temps pour comprendre aussi. Donc, il faut tous ces temps, il faut respecter les temps de la personne parce qu'il faut aller à son rythme. Et on a un accompagnement, on précise l'accompagnement qu'on propose, qui est familial, qui est psychologique, juridique, selon les besoins, où nous animons également des temps d'échange ce sont des temps qui vont regrouper l'ensemble des situations familiales accompagnées à un moment donné, etc. Et donc, c'est ce que l'on peut fournir aux personnes pour avoir une première idée de ce que l'on peut proposer. Et donc, cette plaquette, je pourrais donc effectivement vous la Mmh, transmettre par mail pour diffuser. Et je d'accord. crois qu'il y avait une autre question qui est Oui, arrivée. c'est ça, je peux vous la lire. Comment obtenir le guide du travailleur social face aux dérives sectaires? Ah ben, à la rigueur, je peux tout simplement vous Bah, voilà. l'envoyer à votre adresse mail Mmh, pour que vous puissiez aussi le partager aux participants. mmh, Le guide est ici, où justement on reprend un peu l'explication du mécanisme et pas que. On donne quelques pistes parce que ce sont des pistes qui sont utiles, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que personne, mais en tant que professionnel et par rapport à des familles qu'on accompagne, mais pas toujours par rapport à des familles. On peut aussi déceler une personne qui bascule sous emprise dans son entourage professionnel. Ça peut être un collègue qui, à un moment donné, peut être séduit par quelque chose parce qu'il a envie d'apporter un peu plus aux personnes qui l'accompagnent. Il est de bonne intention et donc il ne voit pas forcément que ça peut être déviant derrière ça. Et le problème, c'est que lorsqu'il bascule sous emprise, il peut en oublier complètement son cadre professionnel, le dépasser, son cadre déontologique et risquer d'empirer une situation finalement et de l'amener vers autre chose, de créer d'autres problématiques. Donc c'est pour ça que c'est important. Quand je vous disais tout à l'heure que l'un des domaines dans lesquels ça peut s'infiltrer, c'est la formation professionnelle, bah, il y a quelques éléments dans ce guide qui peuvent aussi
aiguiller sur les questions toujours à se poser quand on vous propose une formation professionnelle, se poser des questions notamment sur le parcours du formateur, sur le contenu de la formation. Déjà, en plus, est-ce que c'est en adéquation avec avec ce qu'on souhaite mettre en place, avec son parcours professionnel, ou est-ce que ça s'éloigne complètement? Quelle va être la pertinence de cette formation? Et puis ensuite, quand elle se fait, la formation, est-ce que le contenu réel correspond vraiment à ce qui était annoncé? Et où est-ce qu'elle se fait, cette formation? Tiens, elle se fait dans l'appartement du formateur, c'est étrange. Tiens, elle se fait le soir ou les week-ends, alors que si c'est une formation professionnelle, en règle générale, c'est sur votre temps de travail. C'est tous des éléments qui peuvent mettre la puce à l'oreille et se dire, faut creuser, faut essayer de faire remonter. Et justement, s'il y a des personnes qui vous écoutent aujourd'hui, qui ont la puce à l'oreille justement sur une situation, pour les personnes qu'elles accompagnent ou, ben, même aussi professionnelles dans leur entourage ou dans leur famille, comment fait-on on vous contacte, on vous écrit un mail, pour, vous parler oui. Oui, ça peut être de différentes façons. Vous avez sur la plaquette de toute façon nos coordonnées complètes. Vous avez une adresse mail où nous contacter directement en nous expliquant un petit peu ce qui se passe. Souvent, on demande des informations, on demande par exemple, le nom du mouvement ou parfois on nous dit, bah, je connais pas, mais je sais qu'il a été à une conférence. Est-ce que vous avez le nom de la conférence, le titre ou celui qui l'a fait, la date, etc. Parce qu'on peut remonter grâce à ça vers le mouvement qui est derrière, en fait, où il se contente de parcourir tous ces sites-là. Bon, bah, nous donner les liens parce que ça nous permet de remonter. Donc, ce sont autant d'informations dont on a besoin et que l'on sollicite en général lorsqu'on a un premier contact. Donc, vous pouvez nous contacter effectivement par mail ou par téléphone également, puisqu'on a une permanence téléphonique de 8h30 à 12h30 du mardi au vendredi. Donc, vous n'hésitez pas parce que vous pouvez simplement être en demande d'information et comprendre ensemble qu'en fait, non, il n'y a rien derrière, en tout cas rien d'assimilable à une dérive sectaire et d'être du coup rassuré en fait sur ce qui peut être autour parce que là aussi, ça peut être voilà, un engagement qui se met en place, un soufflet qui monte, mais pas pour autant une emprise qui s'installe derrière. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, c'est toujours fort important de se renseigner, de s'informer pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de situation. D'ailleurs, nous travaillons régulièrement avec des assistantes sociales, des enquêteurs sociaux, etc., qui viennent nous solliciter, qui nous disent, bah voilà, j'accompagne une famille, je crois qu'il y a une dérive sectaire derrière, j'aimerais bien parler avec vous et voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Ou nous-mêmes, nous interpellons des travailleurs sociaux parce que nous sommes sollicités, par exemple, par une famille qui s'inquiétait parce qu'elle loge dans un appartement qui lui appartient, une famille qui semble hurler la nuit, faire des prêches sans cesse, etc. Sauf qu'il y a une petite fille de 4 ans dans tout ça qui est en train de tout subir et qui est extrêmement fatiguée le matin. Et donc, quand c'est comme ça, on essaie de gratter et comprendre ce qui se passe. Et ça a permis de reposer des garde-fous parce qu'il se trouve que la maman et cette petite étaient hébergées par quelqu'un qui essayait de les ramener dans un mouvement à caractère sectaire. Donc, en fait, ils ont pu être hébergés ailleurs et puis leur permettre d'avoir un temps pour souffler et de travailler un petit peu l'esprit critique avec eux, etc. Et de savoir quelles étaient leurs attentes et de mettre en place, voilà, des cadres. Pourquoi pas réintroduire justement des temps entre la maman et son enfant pour qu'elle puisse retrouver sa vie à elle et pas ce que lui demande le mouvement, ce qu'il lui demande de faire. Bah, merci beaucoup. Il n'y a De pas de rien. nouvelles questions. Peut-être une dernière question. Si quelqu'un, prend la main tout de suite, je vais le voir. Et sinon, bah, merci à vous. Mais sinon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais centraliser aussi les ressources pour les envoyer à l'ensemble des participants avec, les guides et puis, la plaquette, du CAFES c'est pas de la CAFES comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je vous remercie en tout cas, de votre participation et merci beaucoup à Audrey Foulon de toutes les explications que vous nous avez données ce matin. C'était vraiment très intéressant De rien. et n'hésitez pas, ben, nos participants à contacter, le CAFES, si vous reconnaissez une de ces situations. En tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde et bonne journée à vous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Au revoir.